De la politique nationale et de la lutte contre la corruption au menu de cette émission Franc-Parler sur les antennes de LCA. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Notre invité de la semaine est un homme politique, Clément Savadogo. Il est le deuxième vice-président du MPP, le parti au pouvoir. Alors, monsieur Clément Savadogo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, il serait essentiellement question dans le courant de cette émission de la politique nationale, de la lutte contre l'insécurité au Burkina et d'autres questions d'actualité. Déjà, première question, dites-nous, qu'est-ce que ça fait d'être responsable d'un parti au pouvoir à la tête d'un pays en crise, comme c'est le cas du Burkina? Est-ce que vous dormez? Très bonne question. Je pense que il faut vraiment la poser. On ne peut pas dormir alors que nos concitoyens sont chaque jour menacés par des terroristes qui nous attaquent, qui nous assaillent et qui peuvent frapper n'importe où, à tout moment. On ne peut pas avoir le sommeil tranquille. Il ne serait même pas normal d'avoir un sommeil tranquille. Vous avez le sommeil trouble. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Et je pense que c'est tous les Burkinabés qui devraient être dans cette posture. Tant que nous n'avons pas mis un coup d'arrêt à ces assassinats massifs et odieux, ben, nous ne pouvons pas, un Burkinabé normal ne peut pas être paisible. Mais il y a beaucoup de Burkinabés qui n'ont pas l'impression que l'on est en guerre. Quand on regarde surtout l'exécutif au niveau du gouvernement, on a l'impression que c'est une situation normale, tout se passe normalement, les conseils des ministres se tiennent de façon hebdomadaire et puis bon, on a l'impression que la guerre ce n'est pas à Ouaga, c'est plutôt dans certaines régions. Est-ce que vous partagez cette impression? Vous dites bien que c'est une impression qu'on a. Là, il y a deux défis essentiels quand même qu'il faut relever. Il y a le défi de la lutte contre le terrorisme, qui est aujourd'hui le premier défi au niveau national. La priorité numéro 1. La priorité numéro 1 au niveau du gouvernement, c'est naturellement de lutter contre cette situation, de mettre fin à cette situation. Mais il y a à côté le défi de poursuivre une vie républicaine normale. Parce que, quelque part, ce que les terroristes aussi cherchent, c'est de bloquer le pays. Donc, si le gouvernement lui-même s'inscrit dans une posture d'arrêter toutes les activités, d'arrêter le cours normal de la vie politique, de la vie économique, sociale, etc., ce serait extrêmement grave. Une victoire pour les terroristes. Ce serait une victoire pour les terroristes. Et donc, le gouvernement a l'obligation, en même temps qu'il lutte contre le terrorisme, de continuer quand même à alimenter la vie de la République et de prouver, de montrer que nous sommes résilients et que nous continuons de faire face aux autres défis qui sont les défis de la démocratie, du développement. D'accord. Voilà. Alors, on va parler justement de cette résilience dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, on a l'impression que l'on aura tout essayé. Côté gouvernement, côté exécutif, il y a eu beaucoup de stratégies qui ont été mises en œuvre. Finalement, on a entendu cet appel du chef de l'État au Rassemblement national. Il a ordonné le recrutement de volontaires pour lutter contre le terrorisme. Comment est-ce que vous apercevez un tel projet du président du Faso? Alors, l'appel du président du Faso pour une adhésion volontaire des citoyens aux côtés des forces de défense et de sécurité s'inscrit dans l'ordre normal des choses. La nation burkinabé est attaquée jusque dans ses fondements. Il est normal que l'ensemble des Burkinabés se mettent debout pour faire face à cette situation. Tout le monde doit apporter sa pierre. Chacun apporte sa pierre. Donc, que le président du Faso dise il faut que des volontaires puissent s'organiser pour appuyer les forces de défense et de sécurité, aider à jouer ce rôle de vigilance, pourquoi pas de contrôle, etc., me paraît
tout à fait dans l'ordre normal des choses. Il ne faut pas aller voir autre chose derrière. Vous voyez, les terroristes, ils mènent contre nous une guérilla, si on peut dire ainsi. Alors, les forces régulières de défense et de sécurité, bien sûr, sont aux avant-postes du combat, mais dans ce type de guerre, elles sont quelquefois un peu mal barrées. Voilà. Il y a des aspects dans lesquels elles ne pourront pas toujours voilà, être suffisamment offensives. Oui, parce que ce sont des gens qui circulent, ils sont des civils, ils circulent, ils dissimulent les armes. On ne les identifie pas tout de suite. On ne peut pas les identifier toujours facilement. Et à un moment donné, ils s'en prennent à un groupe, quelque part, dans une mosquée, dans une église, ou à des citoyens qui circulent, comme à Bungu la dernière fois, à un convoi civil. Vous voyez, alors, qu'est-ce que l'armée, si elle est toute seule dans ce combat, est-ce que vraiment, sur toutes les ruelles du Burkina Faso, dans tous les hameaux de culture, elle pourrait être là pour réagir face à un assaillant qui surgit de quelque part. Voilà. Donc, c'est pourquoi il me paraît tout à fait normal de dire que le schéma normal de lutte contre ce type de guerre, c'est la mobilisation populaire. Voilà. Alors, on sait que le rôle de l'armée, c'est de lutter contre le terrorisme, de défendre les frontières du Burkina, en tout cas le territoire national. Mais aujourd'hui, avec cet appel du chef de l'État, on a l'impression que c'est un aveu d'impuissance. C'est comme si c'était un appel au secours. Beaucoup de gens l'ont dit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance. C'est la reconnaissance du fait que l'armée toute seule, disons les forces de défense et de sécurité, à elles toutes seules, auront du mal à venir à bout de cette affaire. Donc, le reconnaître ne veut pas dire qu'on est impuissant. Comme je le disais tantôt, c'est le type de guerre, hein, le fait qu'on parle souvent de guerre asymétrique, le fait que c'est une guerre asymétrique, parce que l'emploi des moyens, l'emploi des méthodes, ce n'est pas dans la guerre classique où une armée est face à une autre armée, organisée dans les standards qu'on connaît dans les écoles de guerre. Bon, alors quand c'est comme ça, moi je veux même dire qu'on devrait commencer beaucoup plus tôt à impliquer les citoyens. Parce que c'est de cette manière uniquement qu'on peut vraiment affronter. Alors, cette implication des citoyens, on va en parler justement. Comment est-ce que vous voyez cela? Est-ce qu'il s'agira de jeunes qui vont être armés, qui vont aller au front, ou alors il s'agira de personnes qui, d'après vous, devront être engagées dans le renseignement, par exemple, parce qu'il s'agit là de civils qui ne sont pas forcément formés? Alors, je suis sûr qu'à l'heure que nous sommes, les services habilités sont en train de travailler à donner corps à cet appel du chef de l'État. Donc, ils vont certainement à un moment donné dévoiler la stratégie qui va être mise en place, le mode opératoire dans lequel les volontaires vont pouvoir être recrutés et vont pouvoir agir, y compris leur sphère d'intervention. Voilà. Mais moi, je peux émettre quand même mon point de vue. Tout à fait. Notre pays n'est pas à sa première édition dans l'emploi de forces populaires. Parce que nous avons connu ici la révolution démocratique et populaire en 1983. Avec les CDR. Avec les CDR, à l'époque. Suite à un appel du gouvernement de l'époque, du président qui était Thomas Sankara, le peuple s'est organisé spontanément. Mais sauf qu'on n'était pas en guerre sous la révolution. Bon, mais la révolution avait, disons, développé le postulat que dès lors que vous voulez faire la révolution, vous devez vous considérer comme étant en guerre. Ah oui? Parce que l'ennemi peut à tout moment vous écraser. C'est qui l'ennemi ici? Bon, l'ennemi à l'époque, c'était, voilà, on luttait contre l'impérialisme, etc. Donc, il fallait comme... Et de toutes les façons, vous le savez bien, quand même, il y a eu une guerre pendant ce temps, la guerre de Noël. Donc, ce n'était pas une hypothèse d'école. D'accord. Voilà. Alors, donc, comme nous avons déjà eu une première expérience dans notre histoire,
Évidemment, le contexte n'est plus le même. Déjà, c'était l'état d'exception, hein, le régime du CNR. C'était un régime révolutionnaire, mais c'est quand même un état d'exception. Aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit démocratique. Il est normal que les standards applicables à cette activité-là soient des standards de la démocratie, de l'état de droit. Et donc, je pense que c'est pour cette raison que pour concrétiser l'appel du chef de l'État, il y a un travail qui vise à créer des instruments de légalité. Et également, ce travail va certainement préciser les modes d'action qui nous évitent des dérives, qui évitent que les gens comprennent à leur manière et pas dans la manière normale, et que des actes soient posés aux antipodes de la volonté du chef de l'État. Donc, moi, je pense que, de manière concrète, il faut travailler à ce que toutes les entités constituées à l'intérieur de notre pays, villages, secteurs, bien sûr, quand on parle de secteur, on parle des villes, des quartiers, partout, les hameaux de culture, que les citoyens s'organisent et qu'effectivement, ils puissent s'organiser, on sait qui doit faire quoi, pour contribuer à cette lutte. Mais dites-nous déjà, est-ce que vous avez une idée de ce qui va être le statut de ces agents, de ces jeunes qui vont être recrutés? Est-ce qu'il s'agira de personnes qui vont être rémunérées? Quel statut on peut leur accorder déjà? Même si on sait quand même que le travail de laboratoire est toujours en cours, comme vous l'avez d'ailleurs dit. Moi, je pense qu'il faut développer le principe du volontariat, comme cela a été déclaré, a été dit, c'est des volontaires. Un volontaire veut dire que dans ce cas précis-là, je suis citoyen burkinabé, je suis jeune, je peux courir, je peux contribuer efficacement parce que je peux quand même me déployer, etc. J'apporte mon concours pour que la sécurité, la paix reviennent dans mon pays. Tout à fait. Il faut mettre au centre de cette affaire-là cette vision. Donc, si, à contrario, on s'avance dans une vision de rémunération, de recherche peut-être d'emploi en se disant, bon, si je fais ça, peut-être que j'aurai un emploi dans l'armée maintenant ou plus tard, etc. Ça peut biaiser un peu la vision et les objectifs. Maintenant, le gouvernement, je pense que le chef de l'État, en demandant à des volontaires de s'exprimer, ne peut pas omettre l'aspect que forcément il faudrait aider ces personnes à jouer leur rôle. Voilà. Et donc, nécessairement un aspect opérationnel qui va être développé et qui implique la mise en œuvre de moyens pour les permettre de jouer leur rôle. Moyens matériels de travail et ressources, pourquoi pas. Mais je pense que si on s'avance vers une affaire d'emploi permanent, rémunéré, bon, ça, on risque de rater la cible. Voilà. Alors, depuis que cet appel du chef de l'État a été lancé, on a entendu beaucoup de réactions au sein de l'opinion publique. Il y a eu des propositions concrètes qui ont été formulées. Il y en a qui estiment qu'avant de lancer cet appel, il faut peut-être regarder les soldats qui ont été radiés de l'armée à un moment donné, s'ils ne peuvent pas apporter un concours. Il y en a qui ont estimé également que l'on pourrait faire rappeler à 2-3 générations de soldats qui sont récemment partis à la retraite. Il y en a qui estiment également qu'il faut voir au niveau des récents recrutements de l'armée, ceux qui ont été recalés, on peut les racheter, etc. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire à dire à toutes ces propositions qui ont déjà été formulées par l'opinion publique? Que l'on fasse appel à des soldats à la retraite, surtout qu'on sait qu'il y en a qui ne sont pas vieux, qui sont pas... Absolument, voilà, ils vont très tôt à la retraite. Cela me paraît dans l'ordre normal des choses. Ils sont déjà formés. Voilà. Moi, je pense qu'il faut même, quelque part, dans cette affaire, mettre l'accent sur ce groupe-là. Et ce groupe peut nous procurer déjà plusieurs centaines de personnes qualifiées. Et qui sont volontaires. Ils reviennent sur le statut de volontaire. À la fois, ils sont acteurs et aussi, pourquoi pas, instructeurs. Voilà. Donc ça, c'est déjà un atout dans lequel, à mon avis, on peut puiser beaucoup de choses. Maintenant, si le groupe de militaires radiés
Je pense que là, il faut quand même faire attention. Pourquoi ils ont été radiés? Si c'est des gens radiés à tort, par exemple, il y a eu un jugement, on s'est rendu compte que non, on s'est trompé sur le cas de telle personne. Bon, là, moi, je ne vois pas de problème. Normalement, en réparant, on doit même réparer le tort, donc il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui ont été radiés à tort, ils sont combien par rapport à ceux qui ont été radiés pour avoir posé des actes ignobles? Parce qu'on n'a pas oublié quand même ce qui s'est passé en 2011 et qui était extrêmement grave. Hein? Ce qui s'est passé, c'était aussi une forme de terrorisme sur la société. Et on se rappelle comme c'était hier. Mais ça fait déjà 7-8 ans qu'ils ont été radiés. On peut imaginer qu'ils ont déjà purgé une forme de peine et que l'on peut les racheter. Surtout qu'il s'agit d'acteurs qui pourraient être, j'allais dire, des modèles parce qu'ils ont déjà appris la leçon de la discipline. Ah, il faut déjà en faire la preuve. Et si certains d'entre eux, que j'entends souvent, effectivement, ont fait leur critique, leur propre critique, et cela est bien appréciable, c'est bien, c'est de bon ton. Je pense que dans le cadre même du volontariat, ils peuvent toujours rendre service. Mais ceux qui continuent de dire ou de menacer l'État, de menacer les institutions, mais vous voulez déployer une telle personne dans un processus où nous-mêmes, on sait qu'il y a quand même des éléments, même dans l'armée, bon, quelquefois on se demande s'ils sont dignes de confiance. Donc, quand même, il faut faire attention. Mais sauf qu'ils ont l'avantage d'être déjà formés, même si ça fait 7 ans qu'ils ne pratiquent pas, on peut dire que leur recyclage peut aller beaucoup plus vite, surtout que nous sommes en situation d'urgence par rapport à des jeunes que l'on va recruter et puis les former à partir de zéro. Il ne faut pas mettre de côté des gens qui peuvent aider. Cependant, je dis, alors, parce qu'on entend certains hommes politiques dire que c'est ça qui va être la solution. Il faut juste sortir des barreaux et je sais pas, de leurs sanctions, ceux qui ont subi des trucs, qui ont posé des actes, parce que c'est eux qui vont... Mais ils sont combien ces gens-là? Et est-ce que c'était les plus compétents de l'armée burkinabé? Est-ce que... je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été formés. Parce qu'on parle par exemple des ex-RSP. Tout à fait. Les ex-RSP, ils ont été formés où? Et les autres soldats sont formés où? Mais ils ont tous reçu la même formation. Maintenant, s'il y avait une unité qui avait un certain nombre de privilèges et d'atouts en termes d'équipement pour pouvoir, à l'époque, c'était pour aussi sécuriser le régime, etc. Tout à fait. Bon, on peut comprendre qu'ils aient été effectivement constitués en unité d'élite. Mais croire que de manière providentielle, ceux-là sont ceux qui peuvent nous ramener la paix ici, ben, j'en doute fort. D'accord. Alors, il y a une catégorie de personnes, il s'agit des jeunes qui s'étaient levés, espérant se faire recruter dans l'armée lors des récents recensements, des récents recrutements qui ont été opérés, qui n'ont pas été retenus. On peut supposer déjà qu'il s'agit de volontaires parce qu'avant l'appel du chef de l'État, ils ont voulu intégrer l'armée, n'ont pas réussi. Est-ce qu'il s'agit là d'une catégorie de personnes, d'après vous, qui peut être assez utile parce qu'ils ont déjà fait montre de leur volonté de réintégrer l'armée du Burkina? Bon, comme dans tout processus, il faut toujours sérieux. Oui. Il y a des gens peut-être qui sont intéressés par le métier des armes. Parce que ça aussi, on c'est une passion pour d'autres. Hein? Oui, il y en a, oui. Quasi une vocation, comme il y en a qui ont la vocation d'être enseignants. Voilà. Alors, ceux-là, je suis sûr qu'ils se manifesteront encore tout de suite pour se proposer volontaires. Mais il y en a pour qui ce n'est pas une question de vocation, mais c'est l'occasion d'avoir un emploi rémunéré. Absolument. Permanent, rémunéré. Alors, là, par contre, il faut faire attention parce que avec cette motivation, est-ce qu'ils vont rendre service? C'est la question. Voilà, c'est la question. Parce que même dans les rangs de ceux qui sont en activité à l'intérieur des forces de défense et de sécurité, militaires ou policiers ou gendarmes, vous avez des gens qui ne se défoncent pas, forcément. Ouais, parce que pour eux, ils considéraient qu'ils voulaient juste un emploi, ils ne sont pas venus pour mourir pour la nation. Alors, donc, il faut toujours sérieux. Et de toutes les façons, comme je l'ai dit, ceux qui, de façon opérationnelle, doivent
baliser cette question-là devrait prendre en compte tous ces paramètres. D'accord. Si on veut vraiment réussir. Alors, est-ce que, d'après vous, il serait important, opportun, d'armer ces jeunes volontaires-là, de leur doter d'armes, parce que nous sommes en guerre, vous l'avez dit. On ne peut pas imaginer qu'ils en mettent sur le front des jeunes volontaires désarmés. On peut également penser que c'est un risque que de leur remettre des armes par rapport à cette mission. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je vais emprunter là un principe de stratégie au sein de l'armée qui dit que le terrain commande la manœuvre. Ok. Bon, je pense qu'a priori, il ne faut pas faire un postulat qui dit c'est des jeunes, on va les armer. Non, a priori non. C'est des jeunes qui vont être formés pour faire face à des missions de renforcement de la sécurité opérationnelle de l'État. Ça, il faut postuler comme ça. Maintenant, les axes dans lesquels on doit les former pour la vigilance, pour le renseignement ou pour des opérations de terrain, ça relève de la manœuvre concrète. Donc, et les forces de défense et de sécurité, à mon avis, sont bien placées. On a des stratèges qui savent. Ici, là, on a besoin surtout de jeunes qui vont être à l'affût de l'information pour rendre compte, pour alerter. Là, par contre, c'est un terrain avancé sur lequel, si on les laisse seulement, s'ils doivent opérer les mains nues, même cette mission de vigilance, c'est risquant pour eux-mêmes et on ne sera pas efficace. Peut-être que dans cette sphère-là, on peut imaginer que si c'est des gens bien formés, suffisamment outillés, bien encadrés, on peut effectivement faire cette ouverture. Mais j'insiste pour dire qu'il faut néanmoins non seulement mettre les balises nécessaires, mais aussi le contrôle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive. Dans ces conditions-là, bon, je pense qu'il faut tout simplement faire confiance à nos responsables. Est-ce que ce contrôle ne devrait pas être fait a priori? Parce qu'avant le recrutement, beaucoup de gens estiment qu'il faut passer par un certain contrôle, des enquêtes de moralité, parce qu'il existe également un risque que les terroristes même infiltrés. Si, absolument d'accord avec vous. C'est pour ça que moi je pense que le recrutement, il ne doit pas être un recrutement du genre comme quand on recrute pour les concours. Bon, à tel endroit-là, on invite ceux qui veulent venir s'allier. Ça doit être, à mon avis, un recrutement sur le terrain. Vous voyez, dans nos villages-là, tout le monde sait qui est qui. Même dans nos villes-là, à échelle un peu microscopique, là, dans nos secteurs, dans nos quartiers, on sait qui est qui. Donc, quelqu'un qui déjà, dans son comportement, suscite des questionnements sur ses opinions et sa façon de faire, ben, s'il va dans le quartier là se porter volontaire, c'est les gens qui vont vous dire, lui là, faites attention. Il y a déjà des volontaires qui se sont fait signaler. On peut citer un exemple, les dozos de la localité de Bobo-Dioulasso qui disent déjà disposer d'un contingent de 1000 hommes qui pourraient combattre pour la défense de la nation. On a déjà également les groupes d'autodéfense appelés Kwalgouvego dans plusieurs régions du Burkina. Il s'agit sans doute de volontaires déjà constitués. Est-ce que l'État pourrait compter sur tous ces groupes déjà déterminés dans le cadre de ce projet de volontariat tel que voulu par le chef de l'État? Alors déjà, ces groupes-là contribuent d'une manière ou d'une autre à la sécurisation. Ils sont déjà sur le terrain. Ils sont déjà sur le terrain d'une manière ou d'une autre, pas forcément avec des fortunes diverses. Tout à fait. Voilà. Donc, raison de plus d'en faire des alliés privilégiés, des partenaires privilégiés dans ce combat et de discuter directement avec ces groupes de la meilleure manière d'exploiter déjà les réseaux qu'ils ont assis dans le cadre de cette lutte. Donc, moi je pense que tout cela doit être capitalisé, et rapidement d'ailleurs, et je suis sûr d'ailleurs que cela est en train d'être fait. Et comme on le voit, il y a des résultats palpables, que ce soit sur le front centre-nord, que sur celui du nord, avec Titao, que sur celui de l'ouest. Il y a déjà des avancées et je me réjouis de cela et je pense que tout le monde est de plus en plus
les citoyens ont compris qu'il faut que cette affaire-là, c'est l'affaire de nous tous. De tout le monde. Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que ces jeunes volontaires soient déployés sur le terrain sans une forme de collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui occupent déjà très bien le terrain de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. D'après vous, quelle forme de collaboration, quelle passerelle de collaboration on peut établir entre ces volontaires et les FDS sur le terrain? Alors, les volontaires eux-mêmes vont être organisés, encadrés par les FDS. Okay. Je pense que c'est ce que le chef de l'État lui-même a dit. Absolument. Donc, il ne se pose même pas un problème de coordination ou de collaboration parce que c'est naturellement comme ça. Voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le terrain, il faut prévoir un certain nombre de dispositions qui mettent vraiment tout le monde à l'aise dans la manière de s'acquitter de sa mission. D'accord. Voilà. Alors, sur le terrain, on a vu déjà les forces de défense et de sécurité qui ont déjà engrangé quelques résultats. Ces derniers jours, en tout cas, selon les informations qui nous viennent de l'état-major, il y a des gîtes de terroristes qui ont été complètement neutralisés. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire par rapport à ces résultats, quand on sait qu'il y a quelques jours plus tôt, on a eu pas mal d'attaques terroristes qui ont coûté la vie, notamment au député maire de Djibo, et puis le convoi minier de Semafo? Bon, comme dans toute guerre, hein, il y a des avancées et des reculs. Oui. Voilà. Ce que nous avons subi avec les événements que vous décrivez, notamment l'attaque de Bungu, l'assassinat du maire de Djibo, sont des événements tragiques que nous avons effectivement subis. Bon, c'est des attaques lâches en plus, ce n'est même pas des personnes armées qui ont été attaquées. Bon, même si le convoi de la mine, il y avait, sécurisé. Il y avait quand même une escorte, mais vous voyez que ceux qui ont été tués, c'est des civils. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment lâche. S'attaquer à quelqu'un qui ne vous en veut pas, c'est quand même grave. Bon, mais moi, j'écris ça dans voilà, les pertes que nous enregistrons. Et ce n'est pas un recul parce que la nature même de la guerre, elle est comme ça. Il y a forcément des pertes que vous enregistrez. Et après, il y a des avancées également. D'ailleurs, au même moment où vous subissez des pertes, les autres aussi subissent des pertes. Voilà. Maintenant, nous devons tout faire pour, maintenant que nous sommes en train d'avoir le dessus, pour que cette offensive soit consolidée. D'accord. Voilà. Alors, comment est-ce que vous appréciez cette coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? On sait que notre pays est engagé dans le G5 Sahel. D'ailleurs, le chef de l'État du Burkina en est le président d'exercice. Comment est-ce que vous appréciez cela? À cela s'ajoute également l'intervention des forces étrangères. Il faut nécessairement coordonner cette lutte à l'échelle de plusieurs pays. Quelle appréciation? Le terrorisme que nous vivons dans notre sous-région, il concerne plusieurs pays. Oui. Il concerne les pays du G5 Sahel. Et d'ailleurs, au-delà, il concerne d'autres pays. Oui. Parce que Boko Haram au Nigeria, au Cameroun. Oui. Et moi, je dirais que toute la région Afrique de l'Ouest devrait se sentir concernée. Parce que ça commence quelque part, mais ça s'étend après sur un autre pays, et ainsi de suite. Je pense d'ailleurs que les pays qui sont riverains, les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, ont compris que c'est aussi leur affaire. Absolument. Parce que quelque part, on soupçonne ces groupes-là d'avoir pour ambition de dominer, de mettre sous leur coupe tous les pays du Golfe de Guinée. Ouais. Voilà. Donc, c'est une initiative de nos pays concertés. C'est vraiment une telle initiative sérieusement menée qui doit venir à bout de ces terroristes-là. Avec l'appui de la communauté internationale et de nos partenaires à l'international. Alors, la communauté internationale, de plus en plus, doit inscrire cette question-là comme une priorité. Et c'est le sens du combat que le président Roch Marc Christian Kaboré mène quand il va dans ces forums du G7 ou du G20 et il attire la sonnette d'alarme et
il lève le ton quelquefois quand il le faut. Alors, parce que nous ne pouvons pas être laissés à nous-mêmes. Ce n'est pas véritablement... Nous ne sommes pour rien dans l'éclatement de cette affaire-là. C'est une affaire qui a des ramifications en profondeur et très loin au-delà même de notre sous-région. On sait très bien que la crise en Libye alimente d'une manière ou d'une autre le terrorisme dans notre sous-région. Mais la Libye n'est pas dans notre sous-région. Et ce qui s'est passé en Libye, ce n'est pas nous qui avons provoqué. Ouais. Donc, en raison même de cela, il faut que l'initiative soit la plus large possible et que les gens se mettent au sérieux, qu'ils ne fassent pas seulement des déclarations, qu'ils n'envoient pas seulement des appareils, voilà, ou qui ne créent pas de base seulement, qui observent. Ouais. Mais il faut bien que ce soit un combat de concert et dans la bonne intelligence, de manière correctement coordonnée. Alors, parlant de la communauté internationale, c'est vrai qu'il y a débat autour de la présence de l'armée française particulièrement dans nos États. C'est le cas du Mali et du Burkina. Alors, comment est-ce que vous appréciez cela? Est-ce que cette coopération militaire entre la France et nos États, c'est une coopération empreinte de sincérité d'après vous? Parce que l'opinion de plus en plus voit autre chose dans cela. Bon, question difficile, assez complexe, mais je pense que dans le cadre de cette guerre, la France est un de nos pays partenaires. Okay. On ne peut pas nier ça parce que son rôle a commencé depuis le dispositif épervier au Mali. Oui. Maintenant, c'est Barkhane. Et on se rappelle tous que le Mali était pratiquement mis sous coupe réglée de ces terroristes. Bamako était menacé. De ces rebelles, etc. Oui. Et que la France avait quand même joué un rôle, quoi qu'on le dise, à la demande de Bamako, déterminant, oui. Avec des alliés africains comme le Tchad, oui. qui avait aussi envoyé beaucoup de militaires. Et tous nos pays, on avait envoyé des militaires pour sauver le Mali. Tout à fait. Bon. Après cela, la présence française s'est réorganisée avec Barkhane, qui a effectivement des points d'appui, non seulement au Mali, mais aussi au Burkina, au Niger et dans d'autres pays peut-être aussi. Alors, moi, je pense donc que globalement, il faut accepter que la France est partenaire dans ce combat. Maintenant, s'il y a des flottements, ouais. Alors, s'il y a des petites des questions sur la manière d'agir sur le terrain, les états-majors ont l'obligation de se retrouver, de s'asseoir, de se parler, de se concerter pour coordonner les opérations. En franc-parler avec la France? Mais oui, pourquoi pas? Okay. Il faut dire clair, il faut s'asseoir. Pour moi, hein, le schéma normal de cette intervention-là, c'est qu'à intervalles réguliers, les états-majors s'asseyent pour organiser ensemble le combat. Moi, je n'imagine pas que la France vienne installer des bases et agir à son aise selon sa propre stratégie, sa propre tactique. Et nos pays, nos états-majors, chacun agit à sa manière. Évidemment, si tel est le cas, il y aura des flottements sur le terrain. Et ces flottements pourront être interprétés à tort ou à raison comme soit un manque de volonté de X ou de Y pour avancer. Donc, moi, je pense qu'il est extrêmement urgent que tous ces intervenants sur le terrain qui sont partenaires s'asseyent autour d'une table, discutent de manière franche et directe autour de la manière d'agir sur le terrain, que les interventions soient davantage coordonnées et qu'elles soient davantage offensives. Parce que ce qui suscite quelquefois les questionnements, c'est qu'on se dit, bon, ben, il y a ces bases-là. Pourquoi les terroristes arrivent quand même en groupe organisé à coulisser d'un point à l'autre alors qu'on dispose de moyens sophistiqués de contrôle et de moyens d'intervention également à la hauteur? Si on met ensemble toutes ces capacités-là, tout ce potentiel, comment se fait-il qu'ils arrivent quand même, ces terroristes-là, à coulisser, j'allais dire impunément? Alors c'est là que
les questionnements naissent et on finit par dire, bon, ça veut dire que peut-être un tel ne veut pas être, ne veut pas nous aider sincèrement. Alors moi, je pense qu'il faut mettre fin à ça rapidement. Alors on a l'impression que tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'a pas été encadré dans les accords de coopération militaire entre le Burkina et la France qui ont été signés le 17 décembre 2018 à Paris avec le chef de l'État du Burkina. On n'avait pas même pensé que tout cela devait être, j'allais dire, encadré par ces accords. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et quand on regarde un peu la lettre qui a été envoyée par le chef d'état-major général des armées du Burkina à l'attaché militaire de l'ambassade de France dans notre pays, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'entente autour de cette intervention de l'armée française sur le sol burkinabé. Non, il y a eu une entente. Comme vous parlez bien d'accord de coopération, cet accord, il est en place. Il est tenu secret, pas rendu public. Non, c'est une base juridique sur laquelle on travaille. Maintenant, une chose est cette base juridique, cet accord qui rend possible une intervention d'un pays tiers pour vous appuyer. Et une autre chose est la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain. Alors, donc, de l'un à l'autre, de l'une, parlons de choses, de l'une à l'autre, il se peut qu'il y ait effectivement quelques flottements dans la coordination. Moi, je pense, objectivement, à mon point de vue, c'est que ce qui a suscité toutes ces, voilà, ces lettres et ces discussions, moi, je pense que c'est une incoordination. Et j'ose croire que c'est le cas. Maintenant, il y en a qui pensent au-delà, qu'il y a du faux jeu, non, je pense qu'on ne peut pas aller tout droit dans ça. Voilà. Il faut déjà, quel que soit ce qu'on peut penser, il faut déjà mettre fin à l'incoordination. Donc, quand le chef d'état-major des armées du Burkina reproche à la France de survoler des points quand même assez stratégiques du Burkina sans en informer. Parce que c'est ça, hein, on n'a pas dit de ne pas survoler. On a dit que quand même il faut en informer à l'avance 48 heures avant. Pour qu'on sache si c'est un aéronef ami ou pas, parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Donc je pense que ça c'est quand même normal, il est dans son rôle. Ok, on a compris cela. Et on est un pays indépendant, c'est normal que s'il y a des souverains, c'est normal. Maintenant, je ne pense pas que cela veuille dire que c'est des aéronefs, des engins suspects. Non, ça veut dire qu'il faut mieux coordonner. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut déjà travailler sur ce terrain. D'accord. Et une fois qu'on a fini avec toutes ces incoordinations éventuelles, bon, si maintenant on constate qu'il y a autre chose, cela permettrait de tirer d'autres conclusions. Mais pour le moment, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans des invectives. En tout cas, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, il ne faut pas aller dans des invectives parce que cela peut ne pas être également de bon ton. Alors, M. Samadougou, en tant que Burkinabé, patriote, je le suppose, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Burkina Faso est un peu abandonné dans cette lutte contre le terrorisme? Parce qu'on a vu, vous avez pris l'exemple du Mali qui a reçu donc des forces étrangères à un moment donné pour stopper l'avancée des terroristes vers Bamako. Mais depuis le temps que l'on parle de terrorisme au Burkina, on n'a pas vu, au-delà justement du G5 Sahel et de la force française, d'autres pays venir au Burkina, alors qu'on sait que notre pays, à un moment donné, a envoyé des contingents au Mali, en Guinée-Bissau, au Soudan, etc. Pourquoi il n'y a aucune force étrangère qui est venue en appui aux forces burkinabées, d'après vous? La nature de la crise, la crise sécuritaire que nous vivons, ne nécessite pas l'envoi de contingents d'autres pays. Parce que les contingents sont généralement déployés dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Oui, absolument. Qui est souvent une mission d'interposition, une mission pour aider à la sécurité. Mais généralement, ce n'est pas des missions qui viennent combattre. Voilà, au maintien de la paix. Ce n'est pas des missions qui viennent combattre directement sur le terrain pour appuyer votre armée dans son offensive. Donc, je ne pense même pas que cela soit vraiment nécessaire dans le cas du Burkina. Non pas que la situation n'est pas préoccupante,
Mais si vous avez des missions de type mission d'interposition, maintien de la paix, il faut savoir que quelque part, ça peut aussi vous gêner dans l'avancée. D'accord. Parce que quelque part, elle peut aussi vous dire de ne pas aller dans telle zone, etc. Bon, donc, moi, je ne pense pas que pour le Burkina, ce soit nécessaire. Par contre, oui, je pense qu'il est nécessaire de déployer les initiatives à l'international pour soutenir nos armées. Dans le cadre du G5 et au-delà du G5, je pense qu'il est nécessaire que notre pays puisse développer, bénéficier aussi de l'expérience d'autres pays qui ont fait face à ce type de situation. Pourquoi pas? Ben, on peut citer des pays comme l'Algérie, par exemple, qui est un exemple réussi de lutte contre la guerre asymétrique que lui avait imposé à un moment donné les terroristes. Ben, des pays comme le Tchad peuvent nous apporter beaucoup dans l'expertise et d'autres pays également qui ont certainement, qui font face à ces situations. Donc, je suis d'accord qu'il faut cette ouverture et je pense qu'il faut continuer à solliciter de nos partenaires, y compris de nos partenaires occidentaux comme les États-Unis, comme d'autres pays, et pourquoi pas d'autres partenaires, tout autre partenaire sur la terre là, qui peut nous aider. Mais on peut continuer, on peut solliciter son apport, pour, soit en termes d'expertise, de formation, pourquoi pas d'équipement, etc., pour pouvoir mettre fin à cette guerre injuste qui nous est imposée. Alors, une question toute simple, hein, et la réponse devrait l'être également. Est-ce que vous pensez que la lutte contre le terrorisme, ou du moins le terrorisme au Burkina, va prendre fin un jour? Parce qu'on a entendu des gens qui disent qu'il va falloir s'habituer à cette situation. Ah, il faut qu'elle prenne fin. Il n'y a rien à faire. Elle doit prendre fin. Absolument. Et moi, j'ai l'intime conviction que nous allons y mettre fin. Merci beaucoup. Parce que nous pouvons, moyennant donc notre forte mobilisation nationale, nous pouvons mettre fin à cette situation. Alors, est-ce que dans ce contexte, M. Clément Savadogo a foi que les élections de 2020 auront lieu? Parce que déjà, le débat a commencé. Je parle du contexte sécuritaire actuel. Les élections de 2020 doivent avoir lieu. Malgré tout? Non, il n'y a pas de malgré tout. Un pays peut, à un moment donné, traverser des difficultés au plan sécuritaire, mais cela ne met pas fin à la vie des institutions et aux principes démocratiques qui régissent ces institutions. Donc, même les pays, vous savez, des pays comme l'Afghanistan, il y a quand même des élections. Au Mali, il y avait la situation, mais il y a eu les élections. Au Niger, à un moment donné aussi, c'était assez tard, mais il y a eu les élections. Pourquoi il n'y aurait pas les élections chez nous? Mais vous parlez d'un débat, je suis quand même surpris, et je dois le dire, d'entendre nos contempteurs du côté de l'opposition qui nous accusent de vouloir prétexter la situation sécuritaire pour ne pas organiser les élections. Alors, voilà qui est curieux. Personne ne l'a jamais dit de notre côté. Alors, l'opposition, ou certains de l'opposition, créent des hypothèses et répondent à leurs propres hypothèses. Sinon, nous considérons que c'est même un défi pour nous de pouvoir tenir à bonne date les élections. Ah oui, si elles ne sont pas tenues, en réalité, ceux qui nous accusent là, c'est un peu comme le voleur qui crie au voleur. Mais si les élections ne sont pas tenues, ils auront même le beau rôle de dire que justement, nous n'avons pas été capables de respecter le standard démocratique, qui est que tous les 5 ans, il doit y avoir cette élection. Donc, pour nous, c'est un challenge de le faire et il ne nous vient pas à l'idée de travailler à ce que ces élections n'aient pas lieu. Ceux qui nous accusent, c'est eux-mêmes qui ont provoqué, qui ont créé le débat et qui répondent à leur propre débat. D'accord. Voilà, nous ne sommes pas dans ce débat. Alors, on vous a compris sur cette question. Il y a également le volet réconciliation nationale au Burkina. Beaucoup de gens estiment que c'est une stratégie efficace pour lutter contre le terrorisme. Quel est votre avis là-dessus? La nécessaire réconciliation entre Burkinabés, une nécessité absolue? Oui, moi je suis d'accord qu'il faut poser des actes, s'il le faut, des actes forts pour cette réconciliation nationale. Cependant, je ne voudrais pas que le sujet de la réconciliation nationale soit, disons, une forme de pression sur le président et le gouvernement de ceux dont on n'est même pas sûr qu'ils veulent de cette réconciliation nationale.
voyez, quand des gens disent, ben, il faut que on pose des actes forts et que voilà, on lève les sanctions judiciaires ou administratives prises à l'encontre de telle ou telle personne, etc. Moi, je n'ai pas de problème, mais je constate que dans le même temps, ces personnes-là cherchent à profiter de la situation que nous vivons pour créer une pression sur le gouvernement et pour quand même créer l'insécurité, la déstabilisation. Quand on a vu tout récemment, suite à l'attaque de Bungu, là, vous avez vu qu'il y a des gens qui ont créé des mouvements insurrectionnels qui tentent d'instrumentaliser des jeunes. C'est pas aller loin. Et comment voulez-vous que les mêmes personnes, tous les jours, crient à la réconciliation nationale et qu'on les prenne au sérieux? Vous êtes vigilant. Voilà, en tant que parti au sinon, pouvoir. on est d'accord que tous ceux qui sont vraiment sincères, pour qu'il y ait cette réconciliation-là, nous devons les écouter et nous devons travailler avec eux. Mais quelqu'un qui, en réalité, fait des calculs et se dit, il faut avancer ça et espérer récupérer quelque chose pour acculer, ça pose un problème. Parce qu'il faut que la bonne volonté, là, elle soit partagée de part et d'autre. Ça, c'est important. Quand le président a convoqué le dialogue politique, moi, je pense que c'était un premier acte pour la réconciliation. Mais à l'intérieur de ce dialogue politique, on a dit, bon, il faut cesser de s'accuser mutuellement, etc., dans cette histoire d'attaques terroristes. Mais vous avez vu récemment les déclarations qui ont été déroulées, de longues déclarations, pour accuser la gouvernance du régime, etc. Mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu des gens qui profitent, et la question à qui profite le crime est toujours là au Burkina, qui profitent du fait qu'on nous accule sur le front des combats pour tirer un bénéfice politique, pour dire, voilà, la preuve que le régime est incompétent, la preuve qu'il n'arrive pas à mettre fin à l'essai, comme si ça concernait le Burkina seulement. D'accord, il y en a même qui sont allés jusqu'à demander la démission du chef de l'État. C'est une revendication qui traduit bien le fait que ceux-là ne veulent pas d'une réconciliation nationale. Et deuxièmement, c'est une revendication injuste et hypocrite. Parce que quelque part, si on pense que parce que notre pays est en but au terrorisme, c'est l'occasion de faire partie du régime en place, quelque part, moi, je vois que ça se profile plutôt comme l'occasion d'organiser une déstabilisation pour se venger contre ce régime. Alors, malheureusement, c'est ce que nous constatons tous. Et je voudrais, que c'est l'occasion d'appeler quand même à la raison ces personnes-là. Parce que si, soit on va ensemble à la réconciliation, bon, ou alors il faut cesser de faire dans l'hypocrisie. D'accord, on vous a compris. Alors, c'est bientôt terminé pour cette émission. On va la terminer complètement sur le plan purement politique avec la vie de votre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, qui est le parti au pouvoir. Récemment, on a vu que votre parti a enregistré quelques démissions quand même. Est-ce qu'il y a une crise à l'intérieur du MPP? Il n'y a aucune crise à l'intérieur du MPP. Il y a quand même des démissions. Tous les partis, tout parti peut à tout moment enregistrer une démission ou quelques démissions. Comment est-ce que vous expliquez ces départs-là qui sont arrivées ne concernent que non seulement ces quelques personnes, c'est pas, faut pas une démission massive. Il n'y a pas un épouvantail autour de ça. C'est pas des démissions massives. Mieux, nous avons enregistré de nombreuses adhésions. Ah, on en parle. Moi, je suis le coordonnateur de la majorité présidentielle de la PMP, qui, jusqu'à une période récente, comptait 37 partis. Aujourd'hui, nous sommes à 48. Et il y a 10 partis, je crois que c'est exactement 11, qui cherchent à adhérer à la PMP. Comme quoi, même au-delà du MPP, des gens croient qu'il faut au contraire renforcer cette dynamique nationale autour du président. Donc, même à l'intérieur du MPP, nous enregistrons beaucoup d'adhésions. Sur la même pied, on prend une Sinon, on va vous dire tout de suite que la PMP est bien différente du MPP. Oui, bien sûr. J'ai pris l'exemple de la PMP pour dire s'il y a vraiment un phénomène national de désertion parce que les gens boudent la politique du président ou du gouvernement, il n'y aurait pas eu cet élan pour venir renforcer les rangs
de la majorité présidentielle. Et même à l'intérieur du MPP, nous avons fait le point. On a enregistré plus de 800 adhésions au moment où une soixantaine est partie. Et ceux qui sont partis, dites-moi s'il vous plaît, si vous connaissez un seul qui a une autorité publique, qu'on connaît même dans la scène politique. C'est des inconnus. Des menus-frétins. C'est du menus-frétin. Moi, je me permets de le dire. Je ne veux pas négliger quelqu'un en politique. Il ne faut pas négliger quelqu'un. Mais ça aurait été des personnes quand même d'un certain rang, connues pour leur... Parce que c'est vraiment des tigres, c'est des lions en politique. Bon, on aurait pu surfer sur ça, mais là, il n'y a pas de quoi fuir. Est-ce que votre parti, chez le MPP, qui est un grand parti, il faut le reconnaître, n'a pas peur des prochains rendez-vous électoraux, notamment 2020, pour deux raisons. La première, c'est la situation sécuritaire au Burkina. Vous en êtes responsable en tant que parti au pouvoir. La deuxième chose, c'est la qualité des candidats déjà déclarés pour 2020. Est-ce que ce n'est pas deux sujets d'inquiétude pour vous en tant que leader du parti au pouvoir? Non, nous n'avons pas de raison d'être particulièrement inquiets. Nous considérons que c'est le jeu politique normal. Dans la démocratie, il ne faut pas négliger un adversaire. Nous n'exigeons personne. Vous voyez qu'il y a des gens, même à l'opposition, qui parlent d'insurrection électorale parce qu'ils sont convaincus à l'avance qu'il y aura un raz-de-marée en leur faveur. Et ça, c'est par exemple un type d'attitude que nous ne développons pas. Voilà. Nous savons que nous sommes bien implantés, que nos structures sont très actives sur le terrain, même dans des zones difficiles, mais nous ne crions pas à l'avance victoire à nous. Quand d'autres qui ont plus de problèmes, dont on sait même leur rang se fissure et qui continuent quand même de déclarer qu'il y aura une insurrection électorale en leur profit, nous ne sommes pas dans ce profil-là. Nous nous battons pour qu'à l'heure du bilan, nous puissions dire, voilà, il y a eu l'insécurité qui nous a été imposée, dont nous ne sommes pas responsables, contrairement à ce que vous dites. On est chargé de la gérer, mais nous ne sommes pas responsables du fait que des gens ont ciblé le Burkina Faso pour l'attaquer, pour le déstabiliser. Nous ne sommes pas responsables du fait qu'au début, on a eu une armée qui a beaucoup balbutié. Votre président, Simon Komporé, a par contre reconnu que l'on connaît déjà les terroristes. Est-ce que ce n'est pas un niveau de responsabilité puisque vous ne les avez pas arrêtés? Mais attendez, ceux qui disent ça, c'est vrai, on a entendu certains aussi dire, voilà, d'ailleurs, il faut entendre Simon. Ils sont au Burkina ou bien ils sont ailleurs? Que des terroristes soient instrumentalisés pour déstabiliser le Burkina Faso, ça a commencé sous la transition. Pourquoi Djibril Bassolé est condamné? C'est à partir des écoutes téléphoniques où il était clairement dit, envisagé, qu'on mette à profit ces terroristes-là pour déstabiliser le pays. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas Simon Komporé qui a inventé ça, c'est les faits réels. Ensuite, quand les terroristes ont frappé le 2 mars, l'état-major et l'ambassade de France, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'un des motifs qu'ils avancent, c'est qu'il y a eu changement de régime au Burkina. Bon, les Burkinabés, là, on a besoin de quoi? Est-ce que c'est des preuves qu'on cherche? Des preuves, là. Les preuves, c'est pour le procureur et la justice. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'analyse politique, au terme de laquelle il est clair qu'au Burkina, nous faisons face à deux guerres. Une guerre qui est celle que nous partageons avec les autres pays de la sous-région, et une guerre d'encerclement et de déstabilisation dont il faut continuer à chercher les mobiles exacts. Voilà. Mais on voit quand même des acteurs qui s'agitent et qui poussent... Voilà, certainement. Récemment encore, vous avez vu qu'à l'occasion de l'attaque de Bungu, il y a encore eu une révélation par des journalistes de ce que des gens ont dit là-bas. Des assaillants. Bon, moi, je ne sais pas moi qui a écrit. Je ne pense pas que ceux qui ont écrit là sont nos gens. Donc, moi, je pense qu'au Burkina, il faut cesser l'hypocrisie et faire face à notre problème. D'accord. On vous a compris. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Clément Samadogo, d'avoir été l'invité de cette émission Franc Parler sur la chaîne africaine de télévision. On espère en tout cas vous retrouver très prochainement.
Merci à vous également et nous serons toujours à vos rendez-vous. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'arrête ce rendez-vous de votre émission Franc-Parler. Je vous rappelle que notre invité était M. Clément Savadogo. Il est le deuxième vice-président du MPP, le parti au pouvoir. Nous allons donc renouveler le rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur LCA Télévision.